La raison pour laquelle on est ici ce matin à parler des véhicules électriques, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sans réponse, des croyances qui sont plus ou moins vraies, puis aussi des éléments de base qui sont importants à connaître au niveau des véhicules électriques, qui des fois s'expliquent mieux quand tu comprends la différence entre les deux. Par exemple, dans le monde des électriques, on va parler de puissance de kilowatts, mais dans le monde des véhicules à combustion, ben, on va parler du torque, on va parler des HP. Mais il y a des conversions à faire. Fait que, dans le fond, c'est pour nous donner des éléments de base pour être mieux informés par rapport à ce que les clients doivent connaître, puis au monde des véhicules électriques. Parce que actuellement, tous les manufacturiers automobiles ont des programmes d'électrification de véhicules, des bornes de recharge, n'importe où. Quand on parle de Model E, l'électrification des véhicules, comme je vous disais, tous les programmes de tous les manufacturiers automobiles, il n'y a personne qui a la solution, le secret. Prenez celui qui, la compagnie qu'on connaît actuellement, qu'on sait qu'il vend beaucoup de véhicules électriques, ben vous savez c'est laquelle? C'est Tesla, évidemment. Puis ce qui est fascinant de Tesla, c'est qu'ils se sont aperçus que si tu veux vendre une deuxième, une troisième, puis une quatrième auto, il faut que tu donnes du service après-vente. Ils ont beau être très amoureux de la marque puis d'aimer Elon Musk, mais là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'ouvrir des concessions. Où est-ce que nous autres, ben, on a déjà le réseau de concessionnaires qui est étendu. Fait que pour mettre ça en perspective, vous reconnaissez ces deux logos-là? Okay. Eux autres, Blockbuster, dans les années 80-90, c'était la plus grande chaîne en Amérique du Nord de location de vidéos. Il paraît qu'il y a un Blockbuster qui reste aux États-Unis, c'est en Alaska. Mais il n'y en a pas d'autres. Mais la chaîne a disparu de Blockbuster. Puis là, ben, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que même s'ils dominaient ce marché-là, à un moment donné, il y a une petite compagnie au début des années 2000 qui s'appelle Netflix. Puis Netflix, avec le début d'Internet, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont publié un catalogue de DVD, de cassettes vidéo. Puis là, ben toi, sur ton ordinateur, je vous rappelle qu'on est au début des années 2000, tu choisissais ton film, ils postaient le DVD, puis là, tu le retournais après par la poste. Puis c'était ça le modèle d'affaires. Plus qu'on avançait, plus dans les années, plus là, ils ont commencé à faire du streaming en ligne, mais avec l'Internet qu'on avait dans ce temps-là, il y avait des lags, c'était pas... Mais malgré ça, Blockbuster était à l'affût des tendances du marché. Fait ils ont fait venir Netflix, puis ils ont dit « Présente-nous ton modèle d'affaires », ce qu'ils ont fait. Puis là, Netflix était prêt à leur offrir leur compagnie pour la modique somme de 22 millions de dollars. Ben là, aujourd'hui, vous connaissez les résultats. Blockbuster a disparu, Netflix est là. Puis là, ben, les gens sont en train de copier Netflix. Avec des Amazon, avec We are working on rewinding your movie. Ils viennent de lancer un service de streaming en ligne. T'es sérieux? Sling TV. Ils ont copié le modèle. Ils viennent de renaître de leur centre en lançant Sling TV. Ouais. Tu sais, au moment où est-ce qu'ils voulaient vendre la compagnie 22 millions de dollars, là, au début des années 2000, parce que Blockbuster, dans le fond, ce qu'il disait, c'est Internet, de toute façon, Internet, ça ne survivra pas, c'est rien qu'une affaire de passage. Puis il dit, nous autres, ce qu'on a découvert dans nos analyses marketing, c'est que les gens, ils aiment ça venir dans nos centres de location, puis là, ils jasent, ils échangent, puis c'est le futur. Ben là, c'est pas vrai que c'est le futur partout, hein, ils sont disparus. Mettons là, que nous autres, là, on casse de petits cochons puis on veut acheter la compagnie Ford. En capitalisation boursière, c'est quoi la valeur de la compagnie Ford? Autrement dit, il faudrait faire un chèque de combien pour devenir propriétaire de Ford à matin? Plusieurs milliards. C'est 40 milliards de dollars. Okay? Ford vaut 40 milliards de dollars. C'est mondial, c'est une des plus vieilles compagnies au monde, c'est un des logos les plus reconnus au monde. C'est quoi la capitalisation boursière de Netflix à matin? C'est plus ou moins que ça? Je pense que si tu en parles, ça doit être plus. 250 milliards de dollars. Puis tout ce qu'ils ont, c'est des ordinateurs puis du cloud. C'est tout ce qu'ils ont. Fait que on comprend que quand on est au début d'une nouvelle tendance, ben, puis on est capable de s'ajuster au marché, ben, il peut y avoir une évolution par rapport à ces affaires-là. Fait qu'il y a plein de compagnies dans le passé qui nous ont démontré que quand tu commences un projet, tu es capable de t'adapter au fur et à mesure que tu avances, ben, tu es capable d'avoir du succès, puis là, ben, vous reconnaissez des logos là-dedans, je suis certain. Fait qu'à un moment donné, les gouvernements mondiaux ont dit qu'il faut sauver la planète, puis ils se sont donné des critères pour dire, bon, ben, à partir de telle date, on va avoir
l'électrification ou des simili. Faut se débarrasser du CO2. À la fin de la journée, c'est ça. Le Canada a dit qu'en 2035, c'est ça qui allait faire que la plupart des véhicules, tous les véhicules particuliers, puis les petites compagnies, en fait, c'est juste les gros camions puis les vannes, que ça va être des véhicules à essence, mais tout le reste, ça va être des véhicules électriques en 2035. Puis il y a des pays qui l'ont devancé un peu, puis je veux vous amener vers la Norvège en 2025. Parce que la Norvège, si vous regardez ça en date de l'année passée, il y a 92% des véhicules sur la route et vendus sont des véhicules électriques. Déjà. Fait qu'on n'est pas loin d'aller chercher 100%. La Suède est à 57, puis là, vous avez les autres pays en Europe qui sont aussi, qui ont sont donné des critères. Ce qui est intéressant de la Suède et de la Norvège, c'est que c'est des climats similaires à nous autres. Fait qu'on ne peut pas blâmer le climat, là. Ils ont les mêmes conditions que nous autres par rapport à l'hiver. Fait que si je vous demandais maintenant, là on est en Europe, mais au Canada, on est rendu à combien, vous pensez? Moi, je dirais qu'on est pas loin de 20. Pas loin de 20? Je dirais peut-être même pas. On est à 10% en date de la fin de l'année Au passée. Québec, on était plus haut. Au Québec, dans les provinces canadiennes, c'est laquelle province qui a le plus haut taux de véhicules électriques? Ontario, Ontario? je dirais. Québec. C'est la Colombie-Britannique avec 17%. Québec à 13%, puis l'Ontario à 5%. OK? Québec, là, l'électrification, on l'a pas cher. Le réseau est en train de s'agrandir. Puis là, on a eu des beaux programmes de subvention qui vont disparaître dans les prochaines années. Soit dit en passant, c'est comme n'importe quoi. Moi, je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler les grosses télé en couleur qu'on avait, là, qui pesaient 1 tonne. Puis après, on a eu les plus petites qui pesaient encore 1 tonne. Là, aujourd'hui, une TV comme ça coûte à peu près une coupe de 100$, puis ça pèse plus rien. La technologie a évolué. Aujourd'hui, là, on est capable de fabriquer, il y a des fabricants chinois qui fabriquent des autos qui ont 1000 km d'autonomie. La technologie, elle est là. Mais c'est juste la multiplication de ça qui va faire avancer. Puis avec l'enlèvement des subventions, je pense pas qu'avec les contraintes, les manufacturiers vont rester bras croisés et dire « Ouais, on va laisser ça à 100 000 par char. » Ils vont s'ajuster au marché, ils vont être obligés. Fait que la réalité, c'est ça. Toronto, la raison, quand Doug Ford est arrivé, lui, il a slashé toutes les subventions. Ce qui fait qu'en Ontario, tu n'as aucune subvention. Puis il pousse, la province au Canada qui pousse le plus l'électrification des véhicules, c'est le Québec au moment où est-ce qu'on se parle. Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, c'est tout le temps l'acheteur ou l'acheteuse de bébelles. Les nouvelles patentes, là, c'est tout le temps lui ou elle qui les a. T'sais, il va avoir le premier cellulaire, une nouvelle génération, une nouvelle bébelle, n'importe quoi. Puis ça, c'est toujours ce qu'on appelle les innovateurs et les adopteurs précoces. Dans le monde des véhicules électriques, là, cette vague-là est passée. Ceux-là qui tripaient de Mach-E puis tripaient de Lightning, ils les ont déjà achetés. Les gens qui ont acheté le premier ou le deuxième Tesla, c'est déjà fait. Puis c'est pas méchant, là, mais c'est la génération des produits de commande. Je l'avoue. Mais là, on arrive à un point tournant qui est celui-là ici. Il va y avoir une masse critique de gens qui vont embarquer, sauf qu'il va y avoir beaucoup de compétition, puis il faut, à ce moment-ci, commencer à convaincre les gens, dans une job de vente, que c'est mieux un véhicule électrique qu'un véhicule à essence. Toujours dépendant de leurs besoins de consommation, bien évidemment. Puis là, on va embarquer dans cette deuxième vague-là qui va être très populaire. Mais on est vraiment au croisement des deux. Juste pour vous donner et dire une idée que la tendance est partout. Hein. Le pape, l'année passée, a acheté une quarantaine de véhicules électriques pour le Vatican, des ID3, des ID4 et des ID5 là-dessus. La vague est partie. Maintenant, les gens se questionnent. Le véhicule électrique a été inventé, commercialisé avant le véhicule à essence. Vrai ou faux? J'ai vu vrai. Tu as vu vrai? Oui? Non, je dirais faux. Tu dirais faux? Vrai? Vrai. Vrai? Vrai? Puis vous avez raison, c'est vrai. T'es pas là? Il faut juste mélanger. Vous savez la zizanie. Donc, en 1834, je ne me rappelle pas du nom de l'individu, mais je sais que c'est un Anglais en Angleterre qui a inventé ce premier véhicule électrique-là. Le véhicule que vous voyez là, il a quand même été commercialisé. Là, ça a été jusqu'en 1899 où les véhicules électriques ont connu une certaine croissance parce qu'il y a eu un brouhaha médiatique à l'époque que cette auto-là que vous voyez là a franchi le cap des 100 km/h.
En passant, c'est un Français qui l'a inventé, je ne me rappelle pas de son nom, mais il a nommé l'auto inspiré par sa femme, puis le nom de l'auto s'appelle La Jamais Contente. C'est dans l'histoire de Wikipédia, vous y revoir. Okay? Puis là, ben, M. Benz est arrivé en 1886, il a inventé le premier véhicule à moteur. Puis là, ben, M. Ford a embarqué dans la roue, chaîne de montage en 1908, puis il a commencé avec la Model T, puis là, ben, c'est la combustion qui l'a emporté sur l'électricité. C'était plus facile, plus accessible, etc., etc. Fait en gros, les véhicules électriques, en 1910 même, il y en avait le tiers des véhicules électriques sur les routes aux États-Unis. Juste pour l'histoire, si jamais vous avez la chance d'aller visiter la maison de Henry Ford, que vous pouvez visiter à Détroit, à Dearborn, vous allez vous apercevoir, ben, tu as la maison, puis en haut, il y a un garage. Puis dans le garage, Mme Ford, elle arrivait par conduire une auto électrique, parce qu'elle n'aimait pas le bruit. Fait que quand elle arrivait avec sa véhicule électrique, il y avait une plateforme comme elle de Batman. Elle se stationnait de l'avant, la plateforme tournait, puis elle repartait du bon bord. OK. Quand on parle de véhicules électriques, il faut avoir le langage propre des véhicules électriques. OK? Puis là, ben, on entend des kilowatts, on entend des kilowattheures, on entend des ampères, on entend des volts. Fait que je vais essayer de la façon la plus simple possible de vous expliquer la différence entre ces trois paramètres-là. OK? Tu peux-tu juste tourner l'angle un petit peu pour qu'on voit mieux ici? OK? Puis, ouais. Ah là, là, ça c'est parfait. C'est... là, c'est le dessus. OK. Fait que, mettons que j'ai mes deux maquis. OK? Maquis modèle réduit. Puis bien évidemment que dans mes maquis, j'ai besoin de faire runner d'une batterie qui va être représentée par le seau qu'il y a là. OK? Fait que pour remplir ma batterie, donc mon seau, l'analogie qu'on va prendre, c'est par rapport à l'eau. C'est la plus belle comparaison qu'on peut comprendre. Fait que mettons que je veux remplir mon bac d'eau. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Ça me prend de l'eau, effectivement. Fait que j'ai mon eau ici. Parce que si j'ai mon tuyau, j'ouvre la champleur, je peux avoir un petit débit d'eau, je peux avoir un moyen débit d'eau, puis si j'ouvre la champleur au complet, ben là, j'ai full pression, puis l'eau sort. Ça ici, la puissance de l'eau qui sort du tuyau à différents niveaux, c'est représenté par les volts. OK? Fait que j'ai du 120 volts, j'ai du 240 volts, j'ai du 400 volts, etc., etc. Ensuite, pour rendre mon eau dans mon contenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Un conduit. J'ai besoin d'un conduit. Fait que je peux l'utiliser avec un gros conduit, un moyen conduit ou un plus petit conduit. Puis là, ben ça ici, c'est représenté par mon ampérage. Puis l'ampérage, c'est le moyen que je veux utiliser pour remplir ma batterie. Puis là, ben l'ampérage, dans nos maisons conventionnelles, c'est le déclencheur. Quand il y a trop de voltage qui passe, il y a un short, c'est le breaker qui va sauter. OK? Fait que vous comprenez tout de suite en affaire. C'est que si j'essaie de faire passer cette électricité-là dans ce tuyau-là, tu sais qui va arriver? C'est quoi qui va arriver? Il va y avoir une résistance, effectivement. Ça va prendre plus de temps. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait pour aller avec le débit de la puissance d'électricité qui sort, j'ai besoin d'avoir le conduit qui va s'équivaloir. C'est pour ça que si vous allez voir des bornes de recharge, plus que le kilowatt sur la borne est gros, plus que le fil va être gros. Parce qu'il faut que ça soit adapté en fonction de ça. Fait que quand je prends mes volts fois mes ampères, ça va me donner mes watts. C'est pas une addition, c'est une multiplication. Fait que vous savez que dans la vie de tous les jours, on a ces biens-là. Si j'ai un globe de 100 watts, OK? Quel voltage qu'un globe de 100 watts qu'on a chez nous utilise? 120 volts. OK? Fait que si je sais que j'ai un 100 watts, puis j'ai du 120 volts, c'est quoi mon nombre d'ampères? Comment je fais pour trouver ça? Ça va être pas tout à fait 1 ampère. Tu fais une règle de 3. Hein? C'est 100 watts divisé par 120 volts, ça va me donner mon nombre d'ampères. Ouais. Un micro-ondes, ça consomme environ 1000 watts. Ça a besoin environ de 1000 watts de puissance. Puis finalement, ben, une sécheuse, c'est 2100 watts. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent de elle
que par rapport aux deux autres. Qu'est-ce qui est différent? Deux phases. Comment? Il y a deux phases, dans le fond, c'est parce que c'est plus gros au niveau de la connectivité à l'arrière. Ouais, Fait que là, tu vas tomber sur du 240. exactement. Tu tombes sur 240 volts versus du 120. Fait que je vous repose la même question. Si j'ai une sécheuse qui gobe 2100 watts, a besoin de 2100 watts de puissance d'énergie pour fonctionner, combien j'ai besoin d'ampères pour faire fonctionner ma sécheuse? La réponse arrive là. Ah, je pensais que tu calculais. Oui. 8,75. 8,75 ampères. Donc, tu as fait 2100 divisé par 240. Ça fait 8,75 ampères. Bonne réponse. Fait que c'est 8,75. Hein? On va dire quelque chose? Non, il y avait les cartes de Tim Hortons, je les ai toutes données en matin. T'aurais pas dit! Fait que ce 8,75 ampères-là, OK, s'additionne à toutes les autres ampères que j'ai besoin pour faire fonctionner les affaires dans ma maison. Ça, c'est chez nous. OK? Dans vos maisons, dans les maisons conventionnelles, là, OK, vous avez un panneau comme ça, puis vous avez le compteur. C'est à peu près tout ce que vous voyez. Mais là, chez nous, ça ressemble à ça. Donc, quand je suis arrivé pour visiter la maison la première fois, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ben, j'ai juste une thermopompe qui chauffe ma maison. Il manquait de place si on a goûté un panneau. Mais j'ai une thermopompe, j'ai pas. Fait que là, j'ai demandé à l'ancien propriétaire, puis ce qu'il m'a dit, c'est que le gars de qui j'ai acheté, ils ont fait des plantations de potes dans le cadre. Ils sont fait pogner assez tôt, ça n'a pas scraper à la maison, mais plantation de potes, ça a besoin de beaucoup de courant. Fait que moi, j'ai à peu près, 400 ampères là-dessus, plus. Fait que je vais donner du jus. Bon, oui, je peux faire du pote. ça aujourd'hui, c'est rien que sideline. C'est un front. Fait que là, je vous ramène. Quand on parle souvent d'une borne, on va parler en termes d'ampères. L'ampérage de ma borne chez nous, ma flow, c'est 48 ampères. Autrement dit, je vais aller chercher des slots là-dedans. Un double slot que je suis allé me chercher dans mon panneau. OK, si je continue ici. Ton image d'Amel, si mettons on veut sécher le linge encore plus vite, on met le micro-ondes dans la sécheuse. Ben, ça prend plus d'ampères. J'ai pas montré de dessus. OK, fait en ayant en tête que les watts, c'est les volts fois les ampères nous donnent des watts. 1000 watts, c'est 1 kilowatt. Puis la raison pour qu'on parle de kilowatts dans l'automobile, c'est parce que ça serait tout le temps des milliers puis des milliers. Là. Fait que c'est des kilowatts. Mais dans le véhicule automobile, on a des kilowatts puis on a des kilowattheures. C'est quoi la différence des deux? Le kilowatt, c'est une mesure de puissance. Puis le kilowattheure, c'est une mesure de quantité d'énergie. Sérieux, là, ce qu'il aurait dû faire, je pense, c'est d'appeler ça des kilowatts puis des bananes. Pas des kilowattheures. Parce que ça avait un peu confusant, là, les deux. Fait que des kilowatts, c'est une mesure de puissance, puis un kilowattheure, c'est une mesure de quantité d'énergie. Fait que, si vous prenez la Mach-E, elle a 232 kilowatts de puissance. Est-ce qu'on parle de la batterie ou on parle du moteur? On parle du moteur. Ça veut dire que si je veux trouver l'équivalent en horsepower, je ferais 232 fois 1.34. Ça, c'est un chiffre magique. Ça va me donner 310 HP. C'est aussi simple que ça. C'est toujours ça, fois 1.34. C'est fois 1.34, ça donne l'équivalent en HP de la puissance de ton moteur. Ensuite, tu as le kilowattheure qui est la mesure de la quantité d'énergie. Autrement dit, ce que je peux stocker dans ma batterie maintenant, c'est 72 kilowattheures pour faire fonctionner mon véhicule. Ça, c'est les deux points qu'il faut retenir. Fait que ça, c'est la puissance, le kilowatt, puis la quantité d'énergie, c'est les kilowattheures. Fait que dans le fond, les kilowattheures, c'est l'équivalent de la consommation du véhicule. La capacité, la grosseur du réservoir en litres d'essence, c'est la même chose en quantité d'énergie. Ensuite, on a un autre dénominateur qui est important à connaître, c'est le kilowattrage maximal pour la capacité de charge. Pour la Mach-E, c'est 115. Ce qui veut dire que j'ai des bornes ici, j'ai des bornes à Mont-Laurier qui a des 50 kW, j'ai des 100 kW, puis à Grand Remous, il y a une borne de 180 kW. OK?
Si je prends ma Mackie puis je vais me connecter sur une 180 kW, elle va recharger pareil mon auto, sauf que le maximum que le char peut prendre, c'est 115. Puis le prix du kilowattheure est beaucoup plus dispendieux sur une 180 que sur une 50. Ça veut dire que si je m'en vais sur une 180, elle va te prendre, mais je paye plus cher pour rien. Je serais bien mieux d'aller sur une 100 kW, puis ça va être plus... Ben là, on s'entend que là, au Québec, on est chanceux, l'électricité pas chère. Je ne payerai pas 10 pièces de plus, mais... Mais ça, elle va être plus vite à 180 qu'à 100. La recharge. Non, pas nécessairement. C'est pas exponentiel. Tu n'auras pas tant de différence que ça. Alors, dans le cas d'une fusion qui est 115, quand même que tu as une 180, elle ne la prend pas à 180. Okay. Mais en mettant une 50 et une 120. Ah, là, oui, par exemple. Oh, oui, Oui. Oui. Ça va jusque-là? Oui. Oui. OK. Le dernier point, ben, c'est l'équivalent du litre au 100 km. La Mackie fait 22,9 kW au 100 km. En passant, pour mes amis dans la vente, puis même au service, vous pourriez l'utiliser. Oups, où est-ce que j'ai mis ça? Les informations sont à gauche et à droite, mais ils ne sont pas centralisés à une place. Fait que ce que j'ai mis, c'est tous les modèles qu'on a Mackie, puis avec le Lightning, puis avec la batterie en kilowattheure, la capacité de la batterie, les temps de recharge moyens, puis toutes les autres données qu'on peut avoir si jamais vous vous faites poser des questions là-dessus. Donc, on arrive avec nos bornes de recharge. Dans le monde des recharges, il y a 3 types de bornes. Tu as celle que moi j'ai eue avec mon auto. C'est une borne qui va sur le 120 volts. Si vous prenez mon auto à moi, ma fusion, ça va me prendre 10 heures pour charger ma petite batterie qui me donne 38 km d'autonomie. Okay? Si je le fais sur une niveau 2, ça va me prendre 2 heures à la recharger. Si vous prenez une Mackie, avec ce câble-là, ça va prendre combien de temps? Une semaine. Genre. Avec celle-là ici? 6 à 8 heures. Tout dépendamment de quel niveau tu es rendu, là. Puis finalement, on arrive avec la troisième ici, qui est la borne de niveau 3. La différence que vous voyez, c'est dans les connecteurs qu'il y a ici, versus le connecteur qui est là. La borne de niveau 2, vous avez ça ici. Puis, c'est nos prises à sécheuse, là. Mais on va rajouter les 2 prises en bas ici. En haut, c'est du courant alternatif. En bas, c'est du courant continu. C'est pour ça que ça accélère beaucoup la charge. On parle d'à peu près combien de temps sur une borne de niveau 3 chargée de Mackie? À peu près ça? Jusqu'à 80, tout dépendamment d'où ce que tu es. Ouais, c'est ça. OK. Parce qu'après 80, il y a stagne. Ouais. Elle stagne. Elle charge moins vite, là, ouais. Tu veux dire à 80 %? Oui. OK. Parce que le cycle de recharge d'une batterie, là, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire que quand tu es rendu à 80 %, le temps que tu as pris de passer de 0 à 80, ça va te prendre quasiment autant de temps de passer de 80 à 100. Ah, OK. C'est pour ça qu'on arrête à 80 % la plupart du temps. OK. Fait que ici, c'est du courant alternatif, ici, c'est du courant continu. La différence entre les deux. M. Edison a inventé le courant alternatif, Westinghouse a inventé le courant continu. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film actuellement sur Netflix qui parle de cette guerre-là qu'il y a eu entre les deux. C'est super bon, oui, écoutez ça. Mais en tout cas, longue histoire courte, les deux ont des propriétés et des avantages différents. Le courant alternatif, il est super bon, pas pour sa stabilité, mais pour le fait qu'il est capable de voyager sur une longue distance sans avoir de perte. OK? Tandis que le courant continu, il est très précis dans l'utilisation de l'électricité. Par exemple, dans nos téléphones cellulaires, c'est du courant continu qu'on va avoir. Quand vous regardez sur le petit chargeur qui fait rentrer le courant de la prise murale à votre téléphone, vous voyez, si vous regardez la dénomination, là, fait que j'ai une question pour vous autres. Sur le Lightning, avec le Lightning 2024, il vient une borne de recharge. 23. Pardon? 23. 23? OK. Il vient une borne de recharge automatiquement quand tu achètes le véhicule. Puis la borne de recharge, c'est une 80 ampères qui se plug sur le 240 volts. Fait que calculez-moi ça, combien que ça me fait de wattage, s'il te plaît. Donc, j'ai une 80 ampères fois 240 volts, ça fait... 19 200. Comment? 19 200. 19 200, ça fait que j'ai 19,2 kW. À 19,2 kW,
c'est pas une borne de niveau 3, c'est une borne de niveau 2. Mais le fusil qui vient avec la borne, c'est ce fusil-là ici. Quand ça devrait être ce fusil-là ici. Fait que la question, c'est pourquoi que c'est ce fusil-là qui donne avec? Pour en renvoyer à la maison. Pour en renvoyer à la maison, bonne réponse. Vraiment, Hey, ça ça, va te c'est prendre deux un cartes cadeau, de là. Deux cartes de thème que je vais Enfin, voir. une idée. Je t'ai donné un Mickey. Si, je t'ai donné un char. Mais c'est carrément pour ça, parce que nos batteries peuvent servir à alimenter la maison si jamais il y a des pannes, en tout temps que tu as le système électrique adapté là-dessus aussi. Avez-vous des questions là-dessus? Ben là, parce que là, je vois que les prises sont pas pareilles. Oui. Celle du véhicule, elle fit sur n'importe quelle borne. Là, tu Tu parles sais, de, le tu parles de gars, celle de mettons, niveau de la 2, borne. Caro? Tu parles de celle de Ouais. niveau 2? Tu sais, mettons, tu peux-tu plugger ton char sur le niveau 2 et le niveau 3, tout dépendant Ouais. que ça te tente? Oui et non. Ça va marcher, mettons? Oui, le non, gun parce va que marcher dans le véhicule? L'autre qui est Pour le au plugger? côté, non, mais celle que tu vois qui est en rond avec un La petit rond. J1772. Ouais, puis la C6C1, oui, c'est parce qu'il n'y a qu'une flappe que tu rouvres dessus le char. Tu peux juste ouvrir Si la- le char est équipé de ça, évidemment. Ah, ok. Là, tu vas ok. pas le rentrer, puis ça va super bien aller. Ok, ok. Comme lui pour la plugger son char. Non, Ok. c'est ça, parce qu'il l'a pas, lui. Moi, je peux pas prendre ce fusil-là pour mettre dans mon auto. Ok. J'ai pas ces deux pins-là ici. Ok. Sur les Juste celle en Nike, haut, là. Ouais. sur les Nike, comme ça. À cause de la grosseur de la batterie, tu peux te permettre de l'avoir. Ok. Il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que Ford a été le premier manufacturier à avoir la permission de Tesla d'utiliser les bornes de recharge de Tesla, ce qui fait encore augmenter le réseau. Tous les gens qui ont acheté des véhicules, des Mach-E et des Lightning, ils ont gratuitement un fil, un adaptateur pour faire la conversion d'un à l'autre. Évidemment, l'achat des véhicules électriques va être beaucoup encouragé, puis avoir plus de succès quand le réseau de plugins va être capable d'être fait. Moi, j'habite à Morin Heights, puis je recule, il y a juste 1 an et demi passé, il n'y avait pas de borne. Là, il y a 3 places qui ont des bornes. Dans la municipalité, puis dans 2 dépanneurs qui sont pas loin de chez nous, puis c'est pas gros, Morin Heights, là. Fait que si je peux vous suggérer une application aussi, c'est moi, elle que j'aime le plus, c'est PlugShare. C'est elle qui est la plus précise dans l'utilisation des bornes, le coût et les informations qu'il y a là-dessus. Là. Maintenant, une voiture électrique, ça coûte très cher, vrai ou faux? Faux. C'est faux? Ouais, je pense que tu peux nous en parler. Ça fait combien de temps que tu l'as, ta Mach-E? Ça fait pas longtemps, c'est 2 mois. 2 mois? OK. Mais déjà là, ça doit paraître sur ton compte d'essence. Moi, c'est ma femme qui s'en fait. Ah bon. Donc, c'est faux. OK? Quand tu regardes les coûts de propriété d'un véhicule électrique, il y a un outil sur le CA Québec que tu es capable de faire des comparatifs. J'ai mis un Mach-E avec un Edge. Si vous regardez le coût d'électricité versus le coût d'essence, les entretiens, les assurances, le coût annuel sur une durée de 5 ans, j'arrive avec un écart de 26 000 $. Puis Luc me disait ce matin que si la personne loue le véhicule électrique plutôt que de l'acheter, ben c'est sûr que ça va être plus, sauf que couper-le en deux, le 25 000, c'est 15 000 $ quand même que tu vas être sauvé de un par rapport à l'autre. Actuellement, au moment où on se parle, là, tous les manufacturiers qu'on connaît, les GM, les Ford, les Chrysler, les Nissan de ce monde, ont tous des véhicules électriques. Quelle marque d'auto, en dehors des manufacturiers conventionnels, vendent leurs véhicules actuellement au Québec? VinFast, Lucid Air. Comment? VinFast, VinFast. Lucid Air, qui je sais pas c'est qui eux autres. Tu vas avoir. Le CDR, ils vendent le véhicule au Québec. Polestar. Ouais, Polestar. OK, Polestar. Après ça, tu vas avoir. Attends un peu. Ouais, VinFast, Polestar. Dans les gros, là, je parle. À part ça. Tesla, évidemment. Ouais. Attends, j'oublie des. On parlait un matin à Rivian, Oui, ouais. mais ils ont il fait passe, 100 tu millions. disais, par... Il n'y a pas de détaillant nécessairement, comme c'est là, c'est un importateur de convoi britannique qui est là, au Québec. Puis VinFast, c'est un Vietnamien, c'est une compagnie du Vietnam. Je les Ils ai vus vendent au des salon de véhicules au- l'auto VinFast. Comment? Je les ai vus au salon de l'auto Ah. VinFast. Ils ont un display au Carrefour Laval. Oui, des belles autos. Oui, je les ai trouvés beaucoup plus technologiques. OK. Le truck qu'ils ont, ils ont un pick-up, là, Ouais. le derrière s'ouvre pour agrandir, mais tu sais, tout automatique, là, le derrière s'ouvre pour agrandir la boîte avec l'intérieur de l'habitacle. Ah, ouais.
OK. Comme le Chevrolet Avalanche 1999. Ouais, ça. C'était le même pour vrai. Tant que ça existe. C'était le même pour vrai. Ce qu'il y a de particulier de VinFast, là, c'est que tu achètes le char puis tu loues la batterie. Il en fond, je l'ai vu. Ah ouais. Tu sais, quand on disait là, qu'il y a plein de modèles d'affaires, là, puis tout dépendamment du nombre de kilomètres que tu fais dans un an, tu peux choisir ton package de batterie. Fait que, mais ça ne coûte pas 300$ par mois, ça coûte entre 20 et 50$ par mois, tout dépendamment du millage que tu fais. C'est là que tout va évoluer sur la batterie, parce que là, c'est pareil. Ben oui, ben C'est oui. juste ça. Tesla sont en projet pilote actuellement. Tu vas acheter, ils ont mis toutes les plus grosses batteries qu'ils pouvaient mettre dans n'importe quel type d'auto qu'ils ont mis sur le projet pilote. Puis là, tu pars, puis tu dis, ben ouais, écoute, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, je fais juste 25 000 kilos par année. Ils vont bloquer la batterie à un certain pourcentage. Puis là, ben, tu vas payer en fonction de la portion que tu vas utiliser de ta batterie. Puis là, après, moi, je vais revendre ma véhicule. Puis moi, j'ai besoin de bien plus de millage. Ils vont débarrer la batterie. Puis là, après, ils vont dire, madame, en passant, voulez-vous un siège chauffant? Voulez-vous le volant chauffant? Puis là, ben, tu vas prendre les options, puis ils vont te biler par mois pour les options que tu vas prendre. Ils sont en train de regarder ça. Les entretiens nécessaires pour un véhicule électrique, c'est quoi? On entretient le frein. Un entretien de frein, c'est super important. Pourquoi? La recharge. La recharge. La recharge. C'est-à-dire, Souvent, quand tu vas freiner, Oui. l'énergie que tes freins vont l'énergie que les freins vont dégager va redonner va récupérer un pourcentage dans ta batterie. je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais on va le dire autrement. Ouais, c'est Okay? peut-être la Tu façon as de le le système dire. de frein régénératif, Ouais. OK? Qui utilise la motricité des roues pour renvoyer du courant dans la batterie. Sauf que ce n'est pas les freins mécaniques. Les freins mécaniques, ils ne bougent pas pendant ce temps-là. Tu le savais-tu? Ok. C'est important de faire la distinction. Guy il renchérissait pendant que tu parlais. Générateur. Ouais. C'est comme un magnéto qui se sert après l'essieu ou dans le moteur directement. Pas tout à fait. Tout bien assez jeune pour ça, mais dans le temps, les dynamos, ils vont mettre après les roues de bicycle à Ouais, pédale. j'ai connu ça Quand aussi, tu ouais. allumes la lumière, là, tu sens pédaler une crise de choc, puis là, c'est la même affaire. Puis il se met à faire du courant, fait que c'est ça qui te fait ralentir. Le système de Il est pas régénération, il est où Ouais, il est exactement? après Dans les les essieux roues, ou il est dans le moteur? C'est le moteur, c'est ton générateur qui Ok. sert à faire. Ton moteur, dans le fond, il fait les deux. Il te donne de la motricité, maintenant, il va dépenser de l'énergie puis il va le mettre en magasin. OK. Fait que quand il se met à charger, dans le fond, c'est là qu'il est dur à tourner. Un alternateur, un véhicule que tu vas loader, tu vas demander les lumières, le système de chauffage, tout ça, ton alternateur devient plus dur à tourner parce qu'il manque plus de demande. Là, c'est la même chose, c'est ta batterie qui va se faire charger. Lui, dépendamment de la pression. Quand tu appuies sur la pédale à frein, c'est un simulateur. Mhm. Fait que dépendamment de la pression que tu donnes dessus, lui il va te donner plus ou moins cher. Fait que c'est ça. Plus qu'il va charger, plus qu'il va être dur à tourner, plus qu'il va te ralentir. Là. OK. OK. Et quand tu as la conduite à une pédale, c'est le freinage régénératif, mais les freins mécaniques ne sont pas utilisés du tout dans ce cas-là. Non, jusqu'à un certain point. Mais À ça moins que tu touches la décharge un pédale. peu la batterie. Ça recharge. Ça la batterie. recharge. Un peu comme je disais tantôt, là, tu te clampes le dynamo pour faire allumer ta lumière, mais là, dans le fond, le courant, ça va charger ta batterie. Ah, ok. Tellement que les gens qui utilisent beaucoup la conduite à une pédale et qui font la conduite en ville, eux autres, souvent, vont avoir presque pas de perte d'autonomie parce que l'énergie qu'ils ont dépensée en accélérant, ils la récupèrent en décélérant. Fait que leur autonomie, Quand ils leur sont dans le véhicule- trafic, surtout. là. oui, c'est ça. Ouais. Leur autonomie, L'autonomie elle va baisse plus presque long. pas Ah, ok. parce qu'ils régénèrent en freinant. C'est le contraire d'un char à gaz. Un char à gaz, c'est dur, 100 000. Un char électrique, qui C'est dur, ça vient la route parce que tu freines jamais, puis tu régénères jamais. Fait que quand on parle de ce système de freinage mécanique-là, là, étant donné qu'il est moins sollicité, ben, il peut se corroder et être moins efficace. Fait que à ça, je vais faire un lien. C'est quoi les systèmes de sécurité actifs et passifs qui utilisent le freinage mécanique de l'auto? Anti-collision. Anti-collision, Anti-collision arrière, mettons un enfant passe, un enfant de mer en côte là, voir les briques être activés. OK. Après ça, tu as traction control. Ça, mettons, tu es en train de tourner sur le mec, va peut-être barrer une roue pour t'aider. C'est bien parti. Antipatinage. Les anti-blocages, la traction asservie, les freins à main, le correcteur électronique de trajectoire, le cruise control adaptatif, la répartition du freinage puis le système de précollision. C'est tous des systèmes qui peuvent potentiellement utiliser les systèmes mécaniques. Donc, la question qui suit, c'est à quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire un entretien de frein?
combien de kilomètres. C'est peut-être plus qu'un char normal. Parce qu'il est plus pesant aussi, cet auto-là, techniquement. Oui. Là. Fait que Oui. tu sollicites plus tes breaks à la limite. Là. Oui, J'aurais tendance à dire au changement de pneus. au changement de pneus. 2 fois par année. Oui. Changement de pneus, l'équivalent de combien de kilomètres à peu près? 1000. 8 à 10 000 km. 8 à 10 000 kilomètres. OK. Mais oui, ça devient bien plus important de faire ça sur un auto électrique qu'un auto à combustion. Ça va pour ça? Oui. Parfait. Tout compte fait. Fabrication de l'auto, fin de vie des batteries, production et utilisation de l'électricité ou de l'essence. Une voiture électrique, c'est aussi polluant qu'une voiture à essence. Vrai ou faux? C'est faux? Pourquoi tu dis faux? Là, je pose la question au cours Ford. J'ai fait mon avocat du diable, j'ai posé la question. OK. Ça a été quoi? Qu'est-ce que ça a été? Le gars m'a répondu à partir de, pour un auto, c'était 23 000 km que ça prenait avant qu'il devienne vert. OK. C'est ça qu'il m'expliquait. Je me lance ça comme qu'il m'a lancé Oh oui, ça. oh oui. Puis le camion, petite affaire de plus de kilomètres. Je pense qu'on a 10-15 000 km de plus avant qu'il devienne vert. Parce que du coup, non, il ne l'est pas. Et après, oui, il l'est. Si quelqu'un fait de... C'est-tu par année ou total? C'est là que je me souviens pas. Mais je sais que, oui, il devient vert le char. Du coup, non, mais il devient. OK. OK. Là, on inclut là-dedans, vous comprenez, là, la production de l'électricité. On est chanceux au Québec, on a de l'hydroélectricité. Mais ailleurs dans le monde, c'est pas ça qu'ils ont. Là. Ils ont des l'uranium, puis ils ont des ils brûlent du charbon. Oh ben, c'est comme ça qu'ils produisent l'électricité. Fait que tout compte ça donné. Est-ce que c'est aussi polluant qu'une voiture à essence? À la fin de la journée, là, toutes les autos polluent. Ça, il faut retenir ça. Mais c'est laquelle des solutions va polluer moins? Fait que la réponse, c'est faux. Mais il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus. Ça, c'en est une que j'ai ramassée sur les médias sociaux, qui disait qu'une batterie d'un char, OK, ça a besoin de 225 tonnes de matières premières, dont du cobalt et du lithium. Quand tu mets du gaz dans ton char et tu brûles du gaz, qu'est-ce qui reste? Il reste du CO2. C'est tout. Tu peux rien faire avec ça. Tandis qu'un véhicule électrique, tu brûles l'électricité, tu ne pollues pas pendant que tu fais ça. OK? La bonne nouvelle avec les batteries, c'est que tu vas avoir 2 vies à des batteries pour les véhicules aujourd'hui comme on les connaît. La première vie que tu as, c'est les usines de production rachètent les batteries après 10-12 ans d'utilisation dans les véhicules. Puis ils vont les mettre dans des unités de stockage pour en avoir des systèmes de backup pour les usines de production. Puis l'autre aussi qu'on va voir ça, des systèmes comme ça, c'est dans les ZEC. Dans des places isolées qu'il n'y a pas de courant, ils vont mettre des panneaux solaires qui vont recharger ça. Puis ça, c'est la deuxième vie. Puis la vie finale d'une batterie, ce qu'ils vont faire, c'est prendre la batterie, puis ils vont être capables de recycler les composants de la batterie à 95 %. Le 5 % qu'ils ne peuvent pas, c'est le plastique. Fait qu'ils vont prendre les minerais de quoi est composée la batterie, ils vont tout concasser ça, puis après, ils vont décanter les différents minerais, puis ils vont refaire des nouvelles batteries avec ça. À 95 %. Ils ne font pas ça avec le gaz. Ça pollue-tu, oui, mais ça pollue-tu moins que les autres, absolument. Ça, c'est une compagnie de Québec qui a développé la technologie pour le faire. Il y a à New York, dans l'État de New York, ils ont fait cette analyse comparative-là il y a quelques années, où est-ce qu'ils ont comparé tout compte fait, là, tous les systèmes de production d'électricité, la consommation, etc. Puis là, ils ont dit les véhicules à essence, combien que ça pollue, versus les véhicules électriques. Ça pollue pareil, des véhicules électriques, mais beaucoup moins que pourraient le faire des véhicules à essence. C'est pas une solution magique. C'est bon? OK. L'autonomie d'une batterie en hiver est réduite de 30 à 50 %. C'est vrai, mais ça dépend. Parce que ce qui tue le plus l'autonomie d'une batterie, c'est pas ça. Non, c'est même pas le chauffage. Ça a fuse 24. C'est pas ça. C'est tes habitudes de conduite. D'abord et avant tout. Parce que moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, là, quand je prenais mon char et je démarrais. Puis quand j'arrêtais, je breakais juste à la dernière minute. Si tu fais ça avec un véhicule électrique, tu tues ta batterie. C'est un véhicule électrique, pour maximiser la consommation, il faut que tu accélères. Puis quand tu viens pour décélérer, ralentir, tu lâches ta pédale. Tu laisses ton véhicule ralentir, puis après, tu freines. Là, tu récupères beaucoup de ton énergie, mais les gens ne sont pas habitués à ça. C'est vrai que le chauffage a un impact si tu ne fais pas préchauffer ta batterie encore là.
Puis c'est vrai que si tu allumes toutes les options que tu ferais comme un véhicule à combustion, c'est sûr que ça va avoir un impact à la fin de la journée. L'autonomie de la batterie est l'obstacle principal à l'achat d'un véhicule électrique? Oui. Oui. Aller-retour pour venir travailler, c'est combien de kilomètres pour toi? 62 km. 62, Guy? Aller-retour. Aller-retour? 16. 16? 6-7 km. 6-7? Tout le temps, c'est la route. À Milwaukee, pas loin de chez vous. 6? Environ ça. 10 km. 10? 120. 120? Aller-retour? Aller-retour. Où tu restes? Rivière-Rouge. OK. Oui. 20 km? doit être une soixantaine, ouais, à peu près. 60 km? OK. Fait que si je fais la moyenne du groupe ici, on est à peu près à 30. Je sais pas, là, gros, vite. La moyenne au Canada d'aller-retour travailler, c'est 17 km. Au Québec, c'est aux environs de tout près de 30 km. Fait que quelqu'un qui dit ah, il y a juste 500 km d'autonomie, puis il fait 20 000 km par année, je ne sais pas, là, mais ça fait partie de. Il faut avoir cette discussion-là avec les clients. C'est-tu dans leur intérêt de faire ça? Trop faire de charge de niveau 3 peut endommager la batterie, vrai ou faux? Oh, c'est faux. C'est faux? C'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Elle va durer moins longtemps. C'est un stress que tu lui donnes. Ouais. Bon. Puis un stress qui est causé dans la batterie, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la chaleur. Puis ce qui tue une batterie, c'est la chaleur. Alors, j'ai une question pour vous autres. Pourquoi qu'on remplace tant de batteries l'hiver au Québec plutôt que l'été? Parce que tu l'as magané l'été. C'est carrément à cause de ça. Fait que les autos... C'est bon que tu aies des réponses, ça nous rassure. Les isolants qu'ils mettent à l'entour des batteries. Ouais, c'est pour ça. C'est pour protéger de la chaleur, comme tu fais. Les autos sont faites pour vivre des charges de niveau 2, pas des niveaux 3. Niveau 3, c'est du dépannage, ils peuvent en prendre so much. Fait qu'il ne faut pas exagérer là-dessus parce que ça tue la batterie, ça ralentit. Mais pas au niveau 2. Pas niveau 2, non, ils sont faites pour ça. C'est ça. Ouais. Et je veux vous présenter une auto qui est disponible sur le marché asiatique et européen cette année. Vous êtes aussi bon que moi à la prononcer, Daewoo ça. C'est quand vous parlez de son réservoir électrique, là, OK? Tantôt, on a vu que la Mach-E, elle avait 72 kWh. Elle a 950. Elle a 1020 km d'autonomie. C'est un véhicule qui existe actuellement. On parlait de ça un matin. Combien il existe de compagnies différentes qui fabriquent des véhicules électriques aux États-Unis, d'après vous autres? On est tombé sur le cul. Ouais. Il y en a 223. En Chine, c'est un peu plus que 200. Parlant de ça, je ne sais pas, Caro, si tu serais intéressé par celui-là. Ça, c'est russe, qui sont rien qu'à voir le devant. Hein? C'est le premier véhicule russe de production électrique qu'ils ont mis sur le marché en Russie. On tourne sur beau que là-bas. Je veux. Avez-vous des questions là-dessus? C'est bon? OK. Fait qu'on va juste aller se faire un rappel. La différence entre un kilowatt et un kilowattheure, comme tu l'as compris. Il y en a un que c'est une quantité, puis l'autre c'est une mesure. Ben c'est ça, c'est la quantité. C'est une quantité, puis l'autre c'est vraiment une mesure de kilowatt. De puissance. Ouais. Un kilowatt, ça mesure la puissance, puis le kilowattheure, ça mesure la quantité d'énergie. Fait que l'équivalent dans le monde qu'on connaît de combustion, un kilowatt-heure, c'est la grosseur de la tank, puis un kilowatt, c'est le horsepower que tu vas avoir. Luc, la différence entre une borne de niveau 1, 2 et 3? Les chiffres. Le nombre de volts que la borne va être capable de te donner, donc sa puissance. Le nombre de volts? Ben, en partant, ça, les 1 et 2 vont être sur du 120 ou du 240. Oui. Niveau 3, forcément, c'est plus haut. OK. Puis c'est par défaut le nombre d'ampères et de puissance que la borne va te donner aussi. Effectivement. OK. La prochaine. C'est quoi les deux éléments qui constituent un watt? Ça va être ton volt et ton ampère. OK. Est-ce qu'ils sont additionnés ou multipliés? Ils sont multipliés. Ils sont multipliés, puis je suis capable de faire une règle de 3 si j'ai les deux autres. La prochaine, pourquoi est-ce que les entretiens de frein sont si importants pour un véhicule électrique? Au niveau du système de freinage et tout ce qui est relié à les systèmes électroniques gérés par les freins, comme l'ABS puis l'exemple. OK, mais pourquoi que ça devient encore plus important pour les véhicules électriques que les véhicules à combustion?
sont moins sollicités. sont moins sollicités. C'est les freins régénératifs qui travaillent le plus. Caro, qu'est-ce qui réduit le plus l'autonomie en kilomètres de la batterie? Juste à rajouter de quoi, par exemple, Oui, sur vas-y. tes freins, c'est sûr que ton véhicule, il s'en sert moins, mais le système, dans le fond, va faire en sorte qu'il va les actionner plus souvent. Exemple, quand tu vas t'approcher de ton véhicule, tu vas ouvrir ta porte, il va aller actionner les freins lui dessus. Il va vérifier la pression dans chaque canalisation pour savoir si Décaler. elle tient. Ouais. Ah ouais? Ta OK. pompe ABS va partir. Tu sais, des fois, tu as des petits bruits bizarres. Là. Ouais. Elle est appliquée les freins. Elle calcule la pression pour faire sûr qu'il n'y a pas de fuite. Fait que si tu as une perte de pression, tu n'autoriseras pas à décoller avec ton véhicule. Fait que, oui, puis non, sont moins sollicités pour le freinage. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même ton système pour les faire travailler quand même à certaines, Oh oui. certains temps, mettons, pour pas que ça arrive, ces affaires-là, que ça vienne des véhicules. Qu'est-ce qui réduit le plus l'autonomie de la batterie? Christian? Ben, moi, je dis c'est le froid. Le froid? Avant ça? Avant ça, Les habitudes de Les conduite. habitudes de conduite. La manière que tu conduis. Merci, mes amis, de votre attention, de votre participation. Tu veux comment on est au courant? Hein? Oui. Oh! Oh!